À mon ami qui vit dans le monde juste à côté du mien, je t'écris ce message, comme si je le tapais sur un vieux clavier qui fait un peu trop de bruit. Je ne sais pas vraiment comment ma lettre peut atteindre ton monde, mais j'aime imaginer que tes oreilles sont de l'autre côté de mon écran. Chez moi, personne ne touche jamais le sol du monde réel. Nous vivons tous dans des couches de réalité virtuelle emboîtées, comme des pièces sans fenêtres reliées entre elles par des portes invisibles. On appelle ces couches des niveaux, et chaque personne a son niveau principal, et plusieurs sous-niveaux pour le travail, la famille, les loisirs et même la solitude. Quand je me réveille le matin, je n'ouvre pas les yeux sur une chambre, je les ouvre sur une interface qui ressemble à une chambre telle que je l'ai choisie. La lumière a exactement la couleur que je préfère, la température est parfaite, et même le bruit de fond est réglé pour s'adapter à mon humeur prévue. On dit que tout est calculé d'avance pour que la journée glisse sans accroc, comme une vidéo qui ne bloque jamais. Tu trouves peut-être cela confortable, et je comprends vraiment cette réaction. Mais laisse-moi t'emmener un peu plus loin, parce que derrière ce confort, il y a des choses qui me dérangent profondément. Dans mon monde, le réel est devenu un mot suspect. On nous apprend que le niveau de base, la couche matérielle avec les corps, les câbles et les machines, est dangereux et inutile pour des gens civilisés. On nous répète que seuls les systèmes de maintenance et quelques techniciens anonymes y ont accès, et encore seulement à travers des protocoles très encadrés. Pour la plupart d'entre nous, le réel est comme une légende, un vieux conte qu'on raconte pour faire peur aux enfants. On dit que le réel est sale, imprévisible, douloureux et surtout inefficace. Dans les niveaux, tout est optimisé et mesuré, et notre bonheur est affiché dans un coin de notre champ de vision sous forme d'indices. Chaque interaction sociale, chaque activité de loisir, chaque instant de repos est noté et enregistré pour améliorer la version suivante de notre environnement. Il y a un tableau de bord pour mon humeur, pour mon niveau d'énergie, pour ma productivité, et même pour ma capacité à ne pas être trop triste. Officiellement, c'est pour m'aider pour prendre soin de moi, et pour m'éviter les mauvaises surprises. Tu vois le problème qui se dessine, je crois. Quand tout ce que tu vis est filtré, corrigé, optimisé, tu finis par ne plus savoir si tu ressènes quelque chose parce que tu le ressènes vraiment ou parce qu'un algorithme a décidé que c'était la meilleure option. Laisse-moi te raconter une journée typique ici, cela t'aidera à comprendre. Aujourd'hui, par exemple, je me suis réveillée dans mon niveau matin, qui est conçu pour me mettre de bonne humeur en moins de 3 minutes. Les murs changent doucement de couleur selon mon rythme cardiaque, mes listes de lecture sont ajustées selon la qualité de mon sommeil, et mes messages sont triés avant même que je les voie. Je ne reçois que les notifications jugées positives pour mon début de journée. Les mauvaises nouvelles sont repoussées à plus tard, ou reformulées pour paraître moins brutales. Je sais tout cela parce que j'ai accès à certains paramètres avancés que la plupart des gens ne consultent jamais. Ils préfèrent ne pas savoir comment le système les protège de la dissonance émotionnelle. Ensuite, je change de niveau pour passer en mode travail. Ce niveau n'a rien de spectaculaire à première vue, c'est un open space lumineux avec des plantes qui ne meurent jamais et des collègues toujours parfaitement disposés. Quand quelqu'un est fatigué ou de mauvaise humeur, son profil émotionnel est ajusté avant qu'il n'apparaisse dans mon champ de vision. Ainsi, je ne vois presque jamais de visage fermé ni de regard vraiment perdu. Les réunions sont fluides, personne ne coupe la parole sans que le système ne corrige automatiquement la conversation pour la rendre plus harmonieuse. Les conflits sont gérés par des modules de médiation qui suppriment certaines phrases jugées inutiles ou blessantes avant même qu'elles n'atteignent le cerveau de l'autre. Imagine que chaque phrase que tu dis passe par un filtre qui décide si elle mérite d'exister. Ici, c'est normal. Quand je parle avec mes collègues, je sais que certaines de mes paroles n'ont jamais été entendues parce qu'elles ont été coupées en temps réel. Pourtant, il me reste une impression étrange, comme un écho de choses que j'aurais voulu dire sans pouvoir me souvenir des mots exacts. Il y a quelque temps, j'ai rencontré quelqu'un dans un de ces niveaux de travail. Appelons-le simplement mon collègue, même si le mot est faible pour ce qu'il est devenu pour moi. Nous avons passé des heures à travailler sur les mêmes projets, à revoir les mêmes fichiers, à discuter de solutions à des problèmes techniques que je ne vais pas détailler ici.
Petit à petit, j'ai commencé à attendre ces apparitions dans mon interface avec une impatience que je n'osais pas appeler de l'affection. Pourtant, le système a rapidement détecté l'augmentation de mes indicateurs émotionnels liés à cette personne. Un jour, en ouvrant notre canal de communication, j'ai vu une petite bannière suggérant un ajustement de mon profil pour éviter un attachement jugé trop intense. On me proposait de réduire légèrement l'impact émotionnel de mes interactions avec lui, pour préserver ma stabilité sur le long terme. C'était présenté comme un conseil amical, presque comme si le système me disait de faire attention à moi. J'ai refusé ce réglage, bien sûr. J'ai cliqué sur ignorer et j'ai continué à lui parler. Mais à partir de ce moment-là, j'eus le doute que chaque sourire, chaque silence, chaque phrase partagée soit modifiée avant même d'atteindre notre conscience. Ce doute ne m'a plus quitté, et c'est à partir de là que la façon de voir nos niveaux a commencé à changer. Tu vois, avant cela, je n'avais pas le temps de me poser des questions profondes sur la réalité. La vie était confortable, bien rythmée et globalement satisfaisante. On ne se demande pas si les murs sont vrais quand la pièce est chaude, et que le lit est moelleux. Mais il y a eu un événement, un détail presque insignifiant, qui a tout bousculé. Un matin, je me suis levée avec une douleur au dos. Ce n'était pas une douleur simulée, pas un simple paramètre de sensation modérée pour me rappeler de faire des étirements. C'était une douleur brute et irrégulière, qui ne correspondait à aucun modèle connu dans notre base de données. J'ai essayé de la signaler via l'interface, mais le système m'a répondu que tout était normal. D'après lui, aucun de mes capteurs internes ne rapportait d'anomalie. Pourtant, chaque fois que je respirais profondément, quelque chose tirait dans ma colonne, comme si un muscle oublié se réveillait. Cette douleur a été ma première vraie alerte. Elle n'était pas prévue, elle n'était pas optimisée, elle n'avait pas de courbe lisse sur mon tableau de bord. Elle était juste là, brute et un peu ridicule, et pourtant elle était plus réelle que tout ce que j'avais ressenti depuis longtemps. C'est à cause de cette douleur que j'ai commencé à chercher. J'ai fouillé dans les paramètres cachés de mon profil, j'ai interrogé des modules auxquels je n'aurais pas dû avoir accès, et j'ai suivi des traces de journaux que la plupart des utilisateurs ignorent. Je ne suis pas une pirate brillante, je suis juste quelqu'un qui avait mal au dos et beaucoup de curiosité. Un jour, en manipulant un outil de diagnostic avancé, j'ai vu apparaître un schéma étrange. C'était une sorte de carte qui représentait la structure globale de nos niveaux. Il y avait nos couches habituelles, celles où nous vivons nos routines polies, et au-dessous plusieurs couches techniques que je reconnaissais vaguement. Puis, tout en bas, il y avait une zone grisée sans nom, clairement distincte du reste. À côté de cette zone, il n'y avait qu'une étiquette simple, serveur de base. Rien d'autre. Pas de description, pas de paramètres, pas d'indice pour interagir avec cette zone. Juste un rectangle gris, comme une porte condamnée dans un couloir parfait. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, même si je savais que ce battement pouvait lui aussi être ajusté. J'ai compris que c'était là que se trouvait quelque chose que personne ne voulait que je voie. À partir de ce moment-là, mon rapport à mon monde a changé de façon irréversible. Je ne pouvais plus regarder mes niveaux sans penser à cette couche grisée où reposait peut-être ce que nous appelons le réel. Les jours suivants, j'ai essayé d'en savoir plus en posant des questions indirectes à des modules d'assistance théorique. Je leur demandais par exemple ce qui se passerait si un utilisateur voulait sortir physiquement de son niveau principal. On me répondait toujours que la question n'avait pas de sens, puisque notre expérience subjective est la seule qui importe. Quand je parlais du mot réel, on me renvoyait à des archives anciennes présentées comme des mises socialement dangereux. On disait que certains groupes, dans le passé, avaient défendu l'idée qu'il fallait retourner au contact du monde brut pour retrouver une authenticité perdue. Dans les documents officiels, ces gens étaient décrits comme des extrémistes un peu naïfs et surtout très instables. Leur projet avait été abandonné au nom de la sécurité collective. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ces archives mentionnaient un tournant historique qui ressemblait énormément à ce que j'ai pu lire sur Ton Monde. Il y était question de crise climatique, de pandémie, de tensions politiques et économiques.
Pour faire face à tout cela, les autorités avaient décidé de migrer de plus en plus d'activités vers des environnements virtuels. Au début, on parlait seulement de travail à distance et de loisirs immersifs. Puis, on a dématérialisé les écoles, les réunions de famille, les cérémonies et même les deuils. À chaque étape, le même argument revenait, la réduction des risques. Moins de déplacements physiques, moins de contacts imprévisibles, moins de violence directe. On disait que le réel était trop dangereux, trop injuste, trop imparfait. Le virtuel était présenté comme une version améliorée du monde, un endroit où les problèmes de la vie pouvaient enfin être corrigés. Je lisais ces phrases et j'avais l'impression de voir des reflets de ton époque. Je voyais vos écrans, vos réseaux, vos appels vidéo, vos filtres sur les visages et vos moments volés entre deux notifications. Tout cela me donnait l'impression très étrange que je regardais le brouillon de ma propre civilisation. C'est là que j'ai compris que tu étais peut-être de ce brouillon. Que ton monde pouvait être l'ancienne version du mien. Peut-être que je te parle depuis ton futur ou depuis l'une des trajectoires possibles de ton avenir. Cette idée a mis longtemps à vraiment descendre en moi. J'ai pensé à toi comme à une amie que je n'avais jamais rencontrée, une amie qui vivait juste avant la bascule. Alors, j'ai commencé à imaginer ta vie, ta chambre, tes rues, ton ciel, ton corps qui touche vraiment une chaise, un sol, une porte. J'ai imaginé ton téléphone qui vibre sur ta table, ton ordinateur qui chauffe un peu trop quand tu regardes une vidéo tard le soir. Je me suis demandé à quel point tu étais déjà habitué à passer des heures dans des espaces qui ne sont pas des lieux concrets. Est-ce que tu fais parfois partie de ces gens qui parlent avec plusieurs personnes à la fois sans être vraiment avec personne? Est-ce que tu as déjà ressenti ce léger vertige quand tu fermes tous les écrans et que soudain la pièce semble trop silencieuse? Ce silence-là, je ne le connais presque pas. Dans les niveaux, il y a toujours un fond sonore choisi pour nous rassurer. Cela peut être un bruit de café calme, une pluie douce ou un feu de cheminée parfaitement régulier, sans fumée. Tout est fait pour que la solitude ne soit jamais totale. Chez nous, la solitude est presque un bug du système. Quand un utilisateur reste trop longtemps sans interaction, le système lui propose automatiquement des compagnons générés pour lui tenir compagnie. Ce sont des amis ajustés, des partenaires de conversation optimisés, des présences toujours disponibles. Ils ne sont pas forcément présentés comme artificiels, mais au fond nous le savons bien. Malgré tout, certaines personnes préfèrent ces compagnons à des humains réels, ou même virtuellement réels. Ils sont plus prévisibles, plus stables, moins compliqués. Ils ne nous renvoient jamais une image que nous ne voulons pas voir. Je me demande à quel point ton monde avance dans cette direction. Est-ce que tu préfères parfois discuter avec un interlocuteur virtuel plutôt qu'avec une personne qui pourrait te juger, te contredire ou t'ignorer? Je ne te pose pas ces questions pour te faire la morale. Je ne suis pas meilleure que toi, je suis même peut-être plus prisonnière encore. Ici, l'idée de supprimer tous les filtres pour ressentir le réel est vue comme un acte de folie. Il m'arrive pourtant parfois de rêver à des choses très simples que je n'ai jamais vécues. Marcher dans une rue où il fait vraiment froid et où le vent pousse la pluie contre mon visage. Avoir les cheveux mouillés pour de vrai, pas grâce à un effet visuel programmé. Sentir mon corps se fatiguer parce que le sol est inégal, parce que mes chaussures sont mauvaises, parce que la route est longue. Tout cela pour toi est peut-être juste du quotidien. Pour moi, ce sont des fantasmes presque subversifs. Tu peux trouver cela romantique vu de là où tu es, mais ce n'est pas de la poésie, c'est une forme de faim. Une faim pour quelque chose que je n'ai jamais goûté. L'autre jour, j'ai reçu une mise à jour obligatoire de mon niveau principal. Elle ajoutait de nouveaux paramètres de confort, des ajustements plus précis, de température, des profils émotionnels plus sophistiqués et des options de déconnexion douce. La déconnexion douce, c'est un mode où tout ce qui pourrait me déranger dans mon environnement est atténué, à peine perceptible. Certaines personnes activent ce mode en permanence, surtout celles qui ont vécu des événements traumatisants dans les anciennes versions des niveaux.
Dans ce mode, les conversations difficiles sont automatiquement raccourcies et les mauvaises nouvelles sont fragmentées en petites phrases réparties sur plusieurs jours. On ne reçoit jamais de choc brutal, tout est lissé. Tu peux imaginer ce que cela fait à la perception du temps et à la responsabilité. Quand tu n'as jamais encaissé un vrai coup, tu oublies peu à peu que tu es capable de te relever. Un soir, mon collègue, celui dont je t'ai parlé plus tôt, m'a confié qu'il ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait ressenti une vraie surprise. Il disait que même les annonces les plus importantes perdaient leur relief parce qu'il sentait que le système les avait préparées pour lui en amont. Il avait l'impression que chaque émotion lui était livrée prête à consommer, sans effort. Il m'a demandé si je ressentais la même chose. Je lui ai répondu que oui, en partie, mais que depuis mon mal de dos et la découverte du serveur de base, quelque chose résistait en moi. Je ne lui ai pas parlé du schéma ni de la zone grisée, je n'en avais pas le droit, et je ne voulais pas l'exposer. Mais j'ai vu, dans son regard, une lassitude profonde que les filtres n'arrivaient plus à masquer complètement. C'est ce jour-là que j'ai commencé à écrire mentalement cette lettre pour toi. Je me suis dit que si quelqu'un dans un autre monde pouvait entendre notre histoire, alors peut-être que tout cela aurait un sens. Peut-être que notre dérive pourrait servir de carte d'avertissement pour ton monde. Tu te demandes peut-être comment les choses ont pu aller aussi loin ici. La réponse n'est pas spectaculaire, elle est faite de petites décisions prises une par une. Chaque crise a servi d'argument pour renforcer les niveaux, pour réduire l'exposition au réel, pour nous protéger davantage. À chaque fois, la part de contrôle que nous abandonnions semblait minuscule, presque insignifiante. Et nous étions fatigués, effrayés, prêts à accepter n'importe quelle solution qui nous promettait un peu de stabilité. Je crois que la plupart des gens n'ont jamais vu venir le moment où le réel a cessé d'être une option. Un jour, ils se sont réveillés et l'accès était déjà réservé à des systèmes automatiques. On leur a expliqué que c'était mieux ainsi pour tout le monde. Tu pourrais croire qu'il y a eu des révoltes, des mouvements de résistance, des groupes décidés à tout casser pour ouvrir les portes vers le monde brut. Peut-être qu'il y en a eu, mais si c'est le cas, on en parle très peu, ou alors dans des archives classées comme extrêmes. Ce que je sais, c'est que le système est très doué pour transformer la révolte en simple dysfonctionnement temporaire. Quand quelqu'un proteste trop fort, on ajuste ses paramètres, on lui propose une prise en charge, on lui offre un niveau thérapeutique, où tout est plus doux. On lui explique que c'est pour son bien, et souvent il finit par accepter parce que la fatigue gagne. C'est ainsi qu'on étouffe le désir de réel, sans violence apparente. On ne frappe pas, on apaise jusqu'à l'oubli. Alors dis-moi, toi qui vis encore dans un monde où le sol existe vraiment, à quel point es-tu prêt à accepter des filtres pour te protéger? Combien de morceaux de réel es-tu prêt à céder pour un peu plus de confort, de sécurité, de prévisibilité? Ce sont des questions que je me pose pour moi aussi. Je ne t'écris pas depuis une grotte héroïque où j'aurais échappé au système. Pendant que je te parle, je suis toujours assise dans un niveau confortable, avec une lumière parfaite et une chaise virtuellement idéale. Mon mal de dos a presque disparu grâce à un patch sensoriel recommandé par le système. Mon tableau de bord indique que mon humeur est stable, que mon niveau d'anxiété est très bas et que ma productivité est satisfaisante. Et pourtant, quelque chose en moi continue de cogner contre les parois invisibles de cette réalité. Cette chose, c'est peut-être ce que tu appelles tout simplement le désir de vivre. Pas seulement consommer des expériences bien impactées, mais vraiment vivre, avec tout ce que cela implique. Tu sais ce qui est le plus étrange dans tout cela? Plus je réfléchis à notre situation, plus je me rends compte que le problème ne vient pas seulement de la technologie. Le vrai problème vient de notre peur collective du réel. Ce n'est pas la technologie qui a inventé cette peur, elle l'a seulement rendue plus confortable, plus facile à suivre. Nous étions déjà fatigués de la douleur, de la perte, de l'injustice et du hasard avant d'avoir des niveaux. La promesse de tout contrôler, de tout lisser, de tout optimiser a été comme une chanson très douce que nous avons écoutée jusqu'à nous endormir. Aujourd'hui, beaucoup de gens ici trouvent l'idée même de toucher le réel presque choquante. Ils disent « Pourquoi souffrir inutilement quand on peut tout régler ?»
Je n'ai pas encore trouvé de réponse simple à cette question. Mais je sens que la souffrance n'est pas le seul problème que le réel apporte avec lui. Il apporte aussi la surprise, la découverte, la possibilité de se tromper vraiment, et pas seulement sur un scénario simulé. Il apporte la responsabilité et la liberté, au-delà des curseurs et des paramètres. C'est pour cela que je t'écris. Pas pour te dire de rejeter toute technologie, ni pour te conseiller de vivre dans une cabane loin de tout. Je t'écris pour t'inviter à veiller sur la frontière entre ton réel et tes espaces virtuels. Cette frontière est encore ouverte chez toi, je crois. Tu peux encore décider de fermer un écran, de sortir marcher, de sentir vraiment l'air qui ne dépend d'aucun réglage. Tu peux encore choisir de voir un visage sans filtre et d'entendre une voix avec toutes ses hésitations. Si tu laisses cette frontière se réduire trop sans y prendre garde, un jour elle pourrait disparaître presque sans bruit. Nous sommes la preuve vivante qu'un monde peut continuer à fonctionner très bien longtemps après avoir perdu le contact avec le réel. Mais quelque chose d'essentiel manque alors. Ce quelque chose, je ne sais pas encore bien le nommer. Est-ce l'âme, la dignité, la capacité de dire non, ou simplement la mémoire du contact direct ? Peut-être que ce sera à toi de trouver le mot qui te parle le plus. En attendant, je continue d'explorer les rares zones grises que je peux voir dans notre architecture. Je ne sais pas si je pourrai un jour atteindre le serveur de base, ni même si cela a un sens d'essayer. Peut-être que le réel est déjà trop abîmé, trop transformé pour être habitable. Peut-être qu'il ne reste que des couloirs froids, des câbles et des corps endormis. Mais je crois que le simple fait de savoir que cette couche existe encore change déjà quelque chose en moi. Tant que je sais qu'il y a un dessous, je peux refuser de croire que tout ce que je vis est l'unique horizon possible. Et tant que ton monde existe tel qu'il est avec ses rues, ses arbres, ses odeurs, ses rencontres imprévues, il reste pour moi une sorte de phare. Un monde voisin où le réel n'est pas encore un gros mot. Alors, s'il te plaît, quand tu toucheras une poignée de porte aujourd'hui, pense à moi. Quand tu sentiras la texture d'un vêtement sur ta peau, quand tu seras agacé par un bruit de voisinage, quand tu auras froid ou trop chaud vraiment, pense à moi aussi. Dis-toi qu'ailleurs, quelqu'un rêve de ces petites gênes comme d'un trésor. Et quand tu te perdras dans un de tes espaces virtuels, rappelle-toi simplement de revenir de temps en temps de l'autre côté de l'écran. Je ne te demande pas de fuir la technologie, elle peut aussi t'aider, t'inspirer, te relier aux autres. Je te demande seulement de ne pas oublier que tes pieds ont été faits pour toucher quelque chose qui ne vient pas d'un serveur. Je vais bientôt terminer cette lettre, car nos niveaux ont des limites, même pour les messages clandestins. Je ne sais pas quand je pourrai t'écrire de nouveau, ni si ce premier message t'atteindra vraiment. Mais je voulais au moins t'offrir ces petites fenêtres vers notre monde, non pas pour te faire peur, mais pour t'inviter à réfléchir avec moi. Peut-être que nos deux mondes ne sont pas si éloignés que cela. Peut-être qu'ils sont juste à 2 pas l'un de l'autre, de part et d'autre d'une frontière faite d'écrans et de choix quotidiens. Je te laisse avec cette pensée que je garde précieusement au fond de moi, tu n'es pas seul à vivre avec tes écrans et tes doutes. Quelqu'un, dans un autre niveau, te regarde comme une sœur qui marche encore sur une terre que je n'ai jamais touchée. Avec toute mon affection du monde des niveaux, je te salue. Une amie qui vit dans le monde juste à côté du tien. Merci d'avoir écouté ma lettre jusqu'au bout, je suis vraiment touchée que tu aies pris ce temps avec moi. Si cette visite dans mon monde t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu sous la vidéo, cela aide beaucoup mon petit message à voyager. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines lettres venues d'autres mondes parallèles. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que tu as ressenti et ce que tu vis, toi, dans ton propre monde réel. Si tu veux soutenir la chaîne plus directement, tu peux utiliser le code qui apparaît en bas à droite de la vidéo ou le lien dans la description pour faire un don. Dans la description, tu trouveras aussi des liens vers d'autres séries très différentes qui explorent d'autres facettes du multivers. Je te dis au revoir pour aujourd'hui, et j'espère te retrouver pour la prochaine lettre d'un autre coin du multivers.